7 arrestations cet après-midi dans l'affaire Suarez. Le banquier espagnol libéré ce matin se repose chez lui à Neuilly. C'est dans la région parisienne qu'il a été séquestré pendant 20 jours. Confirmation à Bonn, le nouveau chancelier allemand Helmut Schmidt va rencontrer prochainement à Paris M. Giscard d'Estaing. Objet de l'entretien, obtenir une relance de la communauté européenne. L'accord entre Israël et la Syrie est en bonne voie. M. Kissinger annonce que les deux parties ont déjà accepté le principe d'une ligne de séparation des forces. Terrible chute collective à l'arrivée à Valras de la première étape du Midi Libre. Le coureur français Labourdette est grièvement blessé. Le favori, le Hollandais Zoetemelk, a abandonné. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Les événements se sont précipités aujourd'hui dans l'affaire Suarez. Quelques heures après la libération du banquier espagnol, que nous avons annoncé à 13 heures, 7 personnes ont été arrêtées à Paris et dans le département du Vaucluse. Elles transportaient dans une voiture une somme de 2 millions de francs qui correspondrait à peu près au montant de la rançon. Reste à savoir évidemment si les personnes arrêtées font partie du mouvement révolutionnaire hostile au régime franquiste qui a revendiqué le rapt de M. Suarez. Le représentant en France de la Banque de Bilbao a été découvert ce matin très tôt dans des conditions dignes d'un film ou d'un roman de la série noire. M. Balthazar Suarez était assis sur un banc du bois de Vincennes, les yeux recouverts d'ouate et de sparadrap sous des lunettes noires. 2 journalistes alertés par un coup de téléphone anonyme ont reconduit M. Suarez chez lui à Neuilly, après 20 jours de captivité, quelque part dans la région parisienne. M. Suarez est évidemment très éprouvé, physiquement et surtout moralement. Il a tout de même accepté de répondre aux questions de Robert Werner. Sa femme était à ses côtés pendant l'interview. Monsieur Suarez, est-ce que vous étiez bien traité? Oui, physiquement, je suis bien traité. Est-ce que vos ravisseurs vous parlaient? Est-ce qu'ils vous laissaient tout à fait seul et sans vous adresser la parole? Quelquefois seulement, quelquefois. Mais je ne savais rien du tout de ce qui a passé. Est-ce que vous savez qui ils sont? Ah non, pas du tout, absolument pas. Monsieur Suarez, est-ce qu'à un moment donné, vous avez perdu espoir? Je l'ai récupéré, oui, je l'ai perdu dans quelques instants. Je pense que toutes les personnes normales, comme je le suis une personne entièrement normale. Je ne suis pas une personne extraordinaire, je ne suis pas un héros, un martyr. Je suis une personne normale. Et je crois que toutes les personnes qui s'y trouvent dans la situation que j'ai passée pendant quelques jours, je pense que 20 jours environ, entièrement isolé de tous, sans savoir de ma famille, des personnes. Vous devez avoir certains moments dans l'espoir, dans la morale, est tombé. Mais je pense que c'est normal, dans une personne normale, comme je suis. Vous êtes très éprouvé physiquement, monsieur Suarez. Oh, physiquement, oui, je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué parce que je dois rester dans une petite pièce, environ de... Je ne sais pas. Je ne sais rien. C'est incroyable que je sois, en certaine façon, le protagoniste de cette histoire. Et je sais moins que tout le monde, moins que vous-même, parce que je ne sais pas si vous savez occuper de la presse ou d'autres choses. Je ne sais rien, rien. Monsieur Suarez a été libéré ce matin. Est-ce qu'on sait maintenant où il était séquestré? Non, pas encore. Il faut vous dire que la phase opérationnelle de l'enquête n'a démarré que ce matin et elle débute seulement. Des gens ont été arrêtés. Est-ce qu'on sait qui ils sont? Oui, et pour l'instant, 7 personnes ont été arrêtées, tant hommes que femmes, sur tout le territoire, dans l'ouest et dans le sud-est de la France, également dans la région parisienne, qui font tous partie d'un mouvement anarchiste espagnol. Car nous savions dès le départ de cette enquête que les anarchistes espagnols avaient l'intention de commettre un exploit spectaculaire sur notre territoire. Et lorsque M. Suarez a été enlevé, les enquêteurs ont tout de suite fait le rapprochement. C'est la première piste qui a été suivie par les enquêteurs. Ça a d'ailleurs été confirmé par l'ultimatum des anarchistes au gouvernement espagnol qui avait demandé un certain nombre de mesures politiques.
Est-ce que vous étiez au courant de la libération de M. Suarez avant ce matin? Non, non, pas du tout. Il a été libéré ce matin et nous avons été mis au courant en même temps que vous, puisque c'est un journal qui l'a réceptionné. Bon, je crois qu'une rançon avait été versée et qu'une partie a été retrouvée. Est-ce que vous étiez au courant de cette rançon? Oui, et les opérations que nous avions faites pendant ces 19 jours de la séquestration de M. Suarez, vous savez que en cette matière d'otage, nous ne pouvons pas intervenir, bien entendu, pour ne pas mettre en danger la vie de l'otage, mais nous ne sommes pas restés inactifs. Nous avons fait des surveillances, des filatures sur ces individus qui appartiennent à ces milieux anarchistes espagnols, et nous savions qu'une rançon avait été déposée et avait été récupérée par ces anarchistes espagnols. Je suppose que vous avez interrogé M. Suarez. Est-ce qu'il a apporté des éléments intéressants à l'enquête? Hélas non, parce que M. Suarez semble avoir été très traumatisé par son enlèvement et sa séquestration. Je vous remercie. Une autre affaire de rapt politique pourrait connaître son dénouement assez rapidement en Italie. Il s'agit de l'enlèvement d'un magistrat de Gênes, il y a un peu plus d'un mois, par une organisation extrémiste appelée les Brigades Rouges. Selon un quotidien italien, le Vatican pourrait servir de médiateur entre les ravisseurs et la police italienne. Ce qui est certain, c'est que le substitut Mario Sossi est toujours vivant et toujours prisonnier des Brigades Rouges. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il devient de plus en plus difficile de trouver une solution, disons, satisfaisante pour les Brigades Rouges, ce qui, évidemment, risque de remettre en cause la vie de Mario Sossi. Le problème est le suivant. Dans leur dernier ultimatum, les Brigades Rouges ont expliqué que Mario Sossi sera libéré dans les 24 heures qui suivront la libération des 8 détenus actuellement en prison et condamnés pour attentat et enlèvement. Les magistrats de la Cour d'appel de Gênes ont répondu « Il n'est pas question d'accorder la liberté provisoire à ces 8 détenus si Mario Sossi n'est pas libéré avant ». Voilà où nous en sommes ce soir. Nous sommes par conséquent dans une impasse totale. Les Brigades Rouges demandent que les 8 détenus soient amenés à l'ambassade de Cuba, près du Saint-Siège, mais le gouvernement cubain n'a pas du tout l'intention d'accueillir les détenus, et en particulier leur chef, Mario Rossi, condamné à vie pour le meurtre d'un télégraphiste, au cas où le marchandage réussirait, où pourraient bien aller les 8 détenus. Le président du Conseil, M. Rumor, l'a déclaré devant le Sénat, il n'est pas question de céder au chantage des Brigades Rouges. Par conséquent, si même les 8 détenus sont libérés, est-ce que la police italienne ne va pas essayer de les empêcher de quitter l'ambassade de Cuba près du Saint-Siège? C'est la raison pour laquelle les Brigades Rouges ne veulent pas libérer le substitut Mario Sossi avant, mais seulement après la libération de leurs camarades. D'ailleurs, les contrôles de police continuent dans la ville de Gênes, ce qui montre bien que le gouvernement n'a pas l'intention de faire aboutir les négociations entre les Brigades Rouges et les magistrats de Gênes. Mais dans ce cas-là, il est possible que, ne voyant aucune solution, les Brigades Rouges décident de tuer le substitut Mario Sossi. Même si la vie d'un homme est en jeu, on peut dire que les milieux politiques et la majorité des Italiens approuvent la fermeté du gouvernement italien. Pour de nombreux écoliers et lycéens français, le long week-end de l'Ascension commence dès ce soir et va durer jusqu'à lundi midi. Usant de leur pouvoir de répartir les congés tout au long de l'année scolaire, certains chefs d'établissement autorisent en effet leurs élèves à faire le pont. Et puis, vous le savez, M. Giscard d'Estaing a demandé que les établissements scolaires restent fermés lundi matin pour permettre aux élèves d'assister à la télévision aux cérémonies de son installation à l'Élysée. Attention cependant, les examens et concours prévus pour cette matinée de lundi auront lieu normalement. L'organisation des épreuves est beaucoup trop serrée pour permettre un changement de date. C'est quelque part en France, on ignore toujours l'endroit, que M. Giscard d'Estaing réfléchit sur la composition du futur gouvernement. Entre 2 coups de téléphone, le président de la République aura appris, sans doute avec satisfaction, que son élection a été saluée aujourd'hui à Pékin. Un haut responsable chinois du commerce lui a en effet porté un toast en visitant l'exposition française qui a débuté cette semaine et à laquelle assiste l'ancien ministre Pierre Sudreau. Mais la nouvelle la plus importante de la journée pour M. Giscard d'Estaing, c'est la confirmation par le gouvernement de Bonn d'une prochaine rencontre à Paris avec le nouveau chancelier allemand Helmut Schmidt. Michel Meyer à Bonn. Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt sont proches par amitié et par pragmatisme. Ce qui les unit aussi, c'est une même distance par rapport aux traumatismes qui, au cours de l'histoire, ont marqué les relations entre la France et l'Allemagne. Pour la première fois, donc, depuis l'après-guerre, 2 hommes d'État français et allemands
pourront peut-être échapper aux méfiances que continue de nourrir de chaque côté du Rhin la différence de poids industriel entre la France et l'Allemagne. Le nouveau président français n'a pas caché son objectif d'atteindre d'ici 1980 le poids économique de la République fédérale. De son côté, Helmut Schmidt semble pouvoir être d'accord avec cette volonté et même se montrer prêt à l'encourager. Les deux hommes semblent donc savoir que de cet équilibre dépend l'avenir des relations entre les deux pays et l'avenir de l'Europe. C'est en partant de cette base que dans les prochaines semaines, l'on pourra peut-être comprendre l'avenir des relations franco-allemandes. Actuellement en Europe, il s'agit pourtant surtout de régler la plus grave crise jamais vécue depuis 1958. Tous les pays de la communauté, sauf l'Allemagne, se saignent de leur devise et leur monnaie flottante s'enfonce par rapport au Deutsche Mark. Pour faire face à cette situation, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt pourraient prévoir un plan de lutte anti-inflation pour l'ensemble de l'Europe. Très riche en devises, la République fédérale pourrait dans le même temps offrir à la France un certain nombre de crédits. Sans complexe, Giscard d'Estaing pourrait accepter cette aide qui permettrait à la France, dont la balance commerciale continue d'être déficitaire, de ne pas casser son essor industriel. Dans ces conditions, la France pourrait réintégrer le serpent monétaire européen quitté il y a 6 mois. Ce serpent pourrait alors redevenir la base monétaire, mais aussi politique d'une communauté européenne qui est en train d'éclater. Vu de bonne, c'est là un scénario qui paraît de moins en moins absurde. Chanonna se remet de ses émotions. Les 565 habitants de cette commune près de Clermont-Ferrand n'ont en effet jamais connu une journée d'élection aussi mouvementée que celle de dimanche. Touristes, journalistes, photographes, radio et télévision avaient envahi les petites ruelles. Ils voulaient tous voir l'enfant du pays, Valéry Giscard d'Estaing, candidat à la présidence de la République, voté à la mairie. Son enfance, il l'a passée en effet en partie dans cette propriété située à l'entrée du village et qui appartient à ses parents. Et c'est là qu'il retourne et qu'il retournera sans doute fréquemment. Il vient souvent au village? Oh, quand il vient, oui, oh, pas bien souvent, mais oh, quand il était petit, bien sûr. Hein. Oh, moi je le connais, je l'ai eu tout petit. Vous lui avez déjà adressé la parole? Oh oui, pour ça, m'a mis descendre à la cave pour boire avec moi. Ah bon? Et il n'est pas fier. Quel homme est-il? Très bien. Un homme qui est franc, qui est correct et qui est gentil. Rien n'était venu troubler jusqu'ici la vie tranquille et simple de Chanonna. L'année dernière, il n'y a eu qu'un mariage, 12 naissances et 5 décès. Demain, le village risque de vivre à un autre rythme, au rythme qu'imposent l'actualité et le tourisme. Dimanche dernier, ce n'était peut-être qu'une première. Ça va pas un peu troubler la vie du pays, du village? Oh, pensez-vous, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Ça vous fait plaisir d'avoir un enfant du pays élu président de la République? Bien sûr que je suis contente. Pensez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pour le village est satisfait, content? Oh, tout le monde est satisfait. Quelques-uns les communistes, autrement les autres. Le maire, qui préfère les travaux des champs après avoir accompli ses tâches administratives le matin à la mairie, est optimiste pour l'avenir. Il craint cependant certains inconvénients. Bah, je ne sais pas, il va se poser certainement de nouveaux problèmes. Si le village prend l'extension ou un truc comme ça, bah, ça pose toujours de nouveaux problèmes. Quoi. Problème d'école, problème de tout, problème d'équipement sportif, équipement scolaire, équipement toutes sortes, quoi. Et l'avantage? Mais l'avantage, ça peut être pour le commerce, surtout. Ou alors peut-être pour les terrains, pour les cultivateurs, si ça se construit davantage. Les terrains prendront peut-être plus de valeur. On va parler beaucoup de Chanonna et de son maire, maintenant. Le maire, je sais pas. Le maire n'a pas grand-chose à voir avec le président de la République, hein. L'avenir, après tout, on verra bien, dit-on à Chanonna. Chaque chose en son temps. En fait, la première préoccupation du village, c'est la prochaine récolte. L'année dernière, la vente des pommes n'a pas beaucoup rapporté. Cette année, il faudra se rattraper avec le vignoble. Quoi qu'il en soit, les habitants de Chanonna, comme tous les Auvergnats, ne sont pas hommes à manifester beaucoup leurs sentiments. Mais à une réflexion, à un geste, on sent qu'au fond, ils sont très fiers qu'un enfant du pays soit devenu le premier magistrat de la République.
C'est un nouveau coup de théâtre dans l'affaire du Watergate. Le président Nixon refuse de remettre à la justice les bandes magnétiques relatant certaines conversations tenues à la Maison-Blanche sur le scandale. Selon l'avocat personnel de M. Nixon, la commission judiciaire a déjà reçu ce dont elle avait besoin. Il faut s'attendre maintenant à une contre-offensive des membres de cette commission, des parlementaires, chargés de préparer un éventuel procès en destitution du président américain. Ce premier accord n'est qu'un début, mais il est encourageant. Avant d'effectuer une nouvelle fois la navette entre Jérusalem et Damas, M. Kissinger a annoncé la réalisation d'un accord partiel. Selon le secrétaire d'État américain, Israéliens et Syriens ont accepté le principe d'une ligne de séparation des forces sur le Golan. Mais les responsables israéliens ont aussitôt précisé que de nombreuses questions restaient en suspens et il leur faut convaincre également une partie de leur opinion publique hostile à un désengagement militaire du Golan. En Israël, le principal sujet des conversations reste l'annonce imminente du cessez-le-feu sur le Golan et le plan de séparation des forces proposées et négocié actuellement par le secrétaire d'État américain, M. Kissinger. Ce plan ne fait pas l'unanimité en Israël et des manifestations quotidiennes se produisent devant la Knesset, le Parlement israélien. Les principaux arguments de ces manifestants, issus de la droite israélienne, sont que le prix du sang versé pendant la guerre du Kippour ne peut se négocier même autour d'une table ronde. Et d'autre part, que la sécurité d'Israël dépend avant tout de la situation géographique du Golan, qui ne doit pas être, même en partie, placée sous le contrôle syrien. Cette prise de position, issue d'une minorité de la population, préoccupe le gouvernement. Il y a quelques partis en Israël qui n'ont pas beaucoup de confiance vers les mots arabes, particulièrement après les événements à Maalot et à Kiryat Shmona. Malgré cela, je pense que la majorité des peuples sont pour un accord, sont pour des séparations de forces, que la majorité cherche vraiment une voie pratique, parce que tout le monde est pour la paix, mais la majorité est pour une voie pratique pour arriver vers la paix. Monsieur le ministre, comment entendez-vous alors apaiser les esprits et surtout dissiper les craintes, surtout des kibbutzim qui vivent sur le Golan? Le kibbutzim va rester sur leur place propre, ne pas aucun changement. Je pense que aussi peut-être les côtés syriens commencent à comprendre que c'est une condition qui ni est ni nous peut vraiment changer. Monsieur le ministre, est-il indiscret de vous demander une précision de date quant à la signature concernant la séparation des forces sur le Golan? Je pense que Dr. Kissinger va rester à notre région jusqu'à la fin de cette semaine. Comme ça, je pense que la fin de la semaine, c'est vraiment la date. Le français, seule langue officielle au Québec, tel est le projet de loi qui a été présenté hier devant l'Assemblée nationale de la province québécoise. L'initiative vient de M. Robert Bourassa, Premier ministre du Québec. Après 200 ans d'ambiguïté que le gouvernement québécois, que mon gouvernement a décidé d'exprimer son intention de faire du français la langue officielle. Si aucun gouvernement avant le mien avait décidé de le faire, c'est que le problème n'est certainement pas facile. Mais je crois qu'il était temps, dans le contexte où nous vivons en Amérique du Nord, avec le développement des communications, avec une certaine dénatalité qui réduit la proportion des francophones au Canada, je crois qu'il était temps pour un gouvernement responsable, même si le geste peut causer certains problèmes pratiques et immédiats et peut causer une certaine inquiétude chez les minorités au Québec, il était tout à fait légitime pour le gouvernement que je dirige d'énoncer ainsi son intention de faire le français la seule langue officielle. Ce problème de la langue est sans doute le plus ancien que connaisse le Québec. À l'heure actuelle, les pourcentages sont assez précis, francophones 80%, anglophones 20%. Pas de question donc, en fait si. Ces 20% d'anglophones représentent une force économique très largement supérieure à ce que laisserait croire le simple énoncé du chiffre. On parle français certes,
dans les usines, les banques, les grands complexes, mais en règle générale, les ordres sont donnés en anglais. Alors, en 1962, je suis parti pour le Mexique. Je ne parlais pas un mot d'espagnol, sauf quelques jurons. Et j'ai appris la langue. J'ai travaillé dans une compagnie de publicité pendant 3 ans. Et je corrigeais, à la fin, les copies sur les plombs à l'imprimerie. Et quand je suis rentré à Québec en 1965, je suis allé dans un grand magasin comme gérant de publicité, toujours dans un grand magasin. Et là, toutes les réunions de production se faisaient en anglais parce qu'il y avait un gérant général qui vivait à Québec depuis 15 ans et qui s'était jamais donné la peine d'apprendre un mot de français. Et ça, je crois que c'est intolérable, c'est insupportable. Et si 7% des anglophones peuvent être considérés comme capables de s'exprimer en français, le chiffre de la population francophone incapable de s'exprimer en anglais est à peine plus élevé. Le danger est considérable de ne plus laisser à la langue française que la part honorable, certes, mais cruellement injuste, de langue de culture à la disposition de tous, mais à l'usage de quelques-uns seulement. L'homme qui a essayé d'enlever la princesse Anne il y a 2 mois finira sa vie dans un asile psychiatrique. Le procès de Ian Ball n'a duré que 2 heures ce matin à Londres. Se fondant sur le rapport des experts, des médecins experts, le tribunal a estimé que Ian Ball n'était pas responsable de ses actes quand il a blessé par balle 4 personnes qui entouraient Anne d'Angleterre. Le Midi Libre a bien mal débuté. Au terme de la première étape, Carcassonne-Valras, un accident s'est produit à 200 mètres de l'arrivée. Le peloton groupé, lancé à vive allure, se trouvait nez à nez avec la voiture d'un touriste anglais. La chute inévitable était terrible. Bilan 9 blessés, les Belges Lanoux, De Meyer, De Wint, Van Imp, les Français Labourdette, Grelin, La Pépi, Pingeon et le Hollandais Zotemelk se retrouvaient à terre. Cet après-midi, les coureurs ont repris la route en direction de Montpellier, terme de la 2e étape. À 20 km de l'arrivée, 16 hommes, Fossé compagnie au peloton, c'était l'échappée décisive, un absent de marque, Luis Ocaña. Ce petit groupe comptera 2 minutes 21 secondes d'avance à Montpellier, où le Britannique Barry Oban, décidément en grande forme, l'emportait au sprint. C'est l'Italien Bitossi qui a remporté aujourd'hui la 6e étape du Tour d'Italie. L'Espagnol Fuente conserve le maillot rose de leader. Tout peut se jouer ce soir dans le championnat de France de football. À 2 journées de la fin, l'intérêt se porte aussi bien en tête qu'en bas du classement, où les positions ne sont pas définitives. Rien de tel d'ailleurs que de jeter un coup d'œil sur ce classement pour avoir une idée du suspense. Si Saint-Étienne triomphe de Bastia en marquant le bonus, il est sacré champion. À condition toutefois que Nantes, qui se déplace à Marseille, marque moins de 3 buts. Et pour les mal classés, les matchs de la dernière chance sont Monaco-Paris Football Club et Sedan-Nancy. Bien entendu, vous aurez les résultats complets de cette soirée de football à 24 heures dernière. D'ici là, passez une excellente soirée. Merci de votre attention. Bonsoir.